Chapitre 11. La fabuleuse cité d'Émeraude. Malgré les verres protecteurs de leurs lunettes, Dorothée et ses amis furent d'abord éblouis par le scintillement incomparable de la merveilleuse cité d'Émeraude. Les rues étaient bordées de magnifiques maisons en marbre vert, toutes ornées d'émeraudes étincelantes. Le gardien des portes conduisit les voyageurs à travers un dédale de rues jusqu'au centre exact de la ville, où s'élevait un immense bâtiment. C'était le palais du Grand Oz. Un soldat, en uniforme vert, qui portait une longue barbe et des moustaches vertes, en gardait l'entrée. « Je t'amène des étrangers qui demandent à voir le Grand Oz, dit le gardien des portes. « Entrez, répondit la sentinelle. Je vais porter votre message au maître. Ils franchirent les portes du palais et furent introduits dans une antichambre où des meubles sertis d'émeraude trônaient sur un tapis céladon. Le soldat leur désigna un paillasson vert où s'essuyer les pieds et leur indiqua des sièges. « Mettez-vous à l'aise, dit-il poliment. Je m'en vais en salle du trône annoncer à Oz que vous attendez d'être reçus. » Ils attendirent longtemps. Enfin, la sentinelle revint. « Avez-vous vu Oz ?» demanda Dorothée. « Oh non, je ne l'ai jamais vu de ma vie, à vrai dire. Mais il se tenait derrière son paravent et je lui ai transmis votre message. Il a répondu qu'il vous accorderait l'audience demandée, mais à cette condition. Chacun de vous devra le rencontrer seul, et il ne recevra qu'une personne par jour. Vous devrez donc rester quelque temps au palais. On vous donnera une chambre à chacun. Vous pourrez ainsi vous reposer de votre long voyage. »« Merci beaucoup, repartit la petite fille. Oz est très généreux. » La sentinelle souffla dans un sifflet vert pendu à son cou, et une jeune fille apparut, vêtue d'une belle robe de soie verte. Elle avait de superbes cheveux verts et des yeux verts également. Cette jeune fille s'inclina devant Dorothée et lui dit « Suivez-moi, je vais vous montrer votre chambre. » Dorothée prit donc congé de ses amis et, portant Toto dans ses bras, elle suivit la jeune fille verte. Celle-ci lui fit traverser 7 couloirs et monter 3 étages pour la conduire dans une pièce située à l'avant du palais. C'était la plus jolie petite chambre que Dorothée ait jamais vue. Le lit moelleux avait des draps de soie vert pâle et une courte pointe de velours vert émeraude. Au centre de la pièce, on avait aménagé une fontaine, d'où surgissait un jet de parfum qui retombait dans une vasque de marbre vert élégamment sculpté. « Faites exactement comme chez vous, » lui dit la jeune fille verte. « Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à sonner. Oz vous accordera une audience demain matin. » Puis elle quitta Dorothée pour aller s'occuper des autres voyageurs. L'épouvantail, le lion et l'homme en fer-blanc se virent attribuer chacun une chambre parmi les plus confortables du palais. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, la jeune fille verte vint chercher Dorothée et l'aida à enfiler une des plus jolies tenues qu'elle trouva dans le placard. C'était une robe de brocart d'un vert intense, à laquelle la petite fille assortit un tablier de soie vert vif. Enfin, elle noua un ruban vert au cou de Toto. Ils étaient prêts à se rendre à la salle du trône, où le grand Oz les attendait. Ils traversèrent d'abord une longue antichambre, où les dames et les seigneurs de la cour se tenaient tous rassemblés, vêtus de costumes somptueux. Ils passaient le temps à converser entre eux, car tous les matins ils venaient ainsi attendre devant la salle du trône, sans jamais recevoir l'autorisation d'entrer. Lorsque Dorothée fit son apparition, ils la dévisagèrent avec curiosité. L'un d'entre eux murmura « Est-il vrai que vous allez contempler la face du terrible magicien Oz ?»« Mais oui, dit la petite fille, si toutefois elle veut bien me recevoir. »« C'est entendu, il vous verra, intervint la sentinelle aux moustaches vertes qui avait apporté le message la veille. Pourtant, il n'aime guère qu'on demande à le rencontrer. Lorsque je lui ai parlé de vous, il a commencé par se mettre en colère et m'a ordonné de vous renvoyer. Puis il s'est un peu radouci et m'a demandé de vous décrire. C'est au moment où j'ai mentionné vos souliers d'argent qu'il a changé d'attitude. Alors je lui ai dit que vous portiez la marque de la sorcière du Nord sur le front. Cet argument l'a décidé à vous accorder une audience. » La sentinelle n'avait pas plus tôt fini son discours qu'une sonnerie retentit. « Voici le signal, dit la jeune fille verte. Entrez dans la salle du trône, Dorothée, et entrez-y seule. » Elle ouvrit une petite porte et Dorothée s'avança bravement. Le spectacle qu'elle découvrit l'émerveilla. La salle du trône était ronde, haute et voûtée. Les murs, le plafond et le sol étaient entièrement tapissés d'émeraudes gigantesques. Du haut du plafond descendait une lumière aussi vive que celle du soleil
qui jetait des éclats extraordinaires dans ses pierres précieuses. Mais la petite fille remarqua surtout un trône de marbre vert, aux dimensions imposantes, en plein milieu de la salle. Ce trône serti d'émeraude, qui avait la forme d'un fauteuil, jetait des feux plus brillants que tout le reste. Et au centre du siège, une tête géante attendait. Une tête dépourvue de bras, de jambes et de corps. Le crâne était chauve, mais le reste du visage offrait une apparence tout à fait normale, avec 2 yeux, un nez et une bouche. Cependant, cette tête était plus énorme que celle du plus immense géant. Dorothée demeura interdite, paralysée par l'étonnement et l'effroi. Bientôt, les yeux de ce visage monstrueux se tournèrent vers elle avec lenteur et la regardèrent sans ciller. Puis les immenses lèvres remuèrent et la petite fille entendit une voix qui disait « Je suis Ose, tout-puissant et terrible. Qui es-tu et que me veux-tu » ? « Je suis Dorothée, toute petite et humble. Je viens vous demander votre aide. » Les yeux du grand Ose la contemplèrent avec attention 1 minute entière. Puis la voix s'éleva de nouveau. « D'où tiens-tu ces souliers d'argent ?»« Je les ai pris à la vilaine sorcière de l'Est, car ma maison lui est tombée dessus et l'a tuée. »« Et cette marque sur ton front, d'où vient-elle ?»« C'est la bonne sorcière du Nord qui m'a donné un baiser d'adieu lorsque, sur ses conseils, je me suis mise en route pour venir vous voir. » À nouveau, les yeux du magicien la transpercèrent jusqu'au fond de l'âme. Et ils virent qu'elle disait vrai. « Qu'attends-tu de moi ?» demanda Ose. « Je voudrais retourner dans le Kansas où vivent ma tante Em et mon oncle Henri, » répondit-elle avec sincérité. « Je n'aime pas tellement votre pays, si beau soit-il, et je suis sûre que ma pauvre tante Em se fait un souci affreux depuis que je suis partie. » Les paupières du grand Ose battirent par 3 fois. Puis il roula des yeux en toutes directions, comme s'il voulait embrasser toute la pièce d'un seul coup. Enfin, le regard revint se poser sur Dorothée. « Et pourquoi devrais-je t'aider ?»« Parce que vous êtes tout puissant, et moi toute petite. Parce que vous êtes un grand magicien, et moi une petite fille sans défense. »« Pourtant, tu as réussi à tuer la vilaine sorcière de l'Est. »« Ce n'était pas ma faute, » protesta Dorothée. « Ma maison lui est tombée dessus, voilà tout. »« Très bien. Je vais te donner ma réponse. Tu n'as aucun droit à prétendre que je te renvoie au Kansas, à moins de faire quelque chose pour moi en échange. Dans ce pays, il faut payer pour obtenir ce que l'on demande. Si tu veux que j'utilise mes pouvoirs magiques pour te renvoyer chez toi, il faudra me rendre service d'abord. Aide-moi et je t'aiderai. Que dois-je faire ? Tu as tué la vilaine sorcière de l'Est et tu portes ces souliers d'argent qui contiennent un pouvoir magique. Il ne reste désormais plus qu'une seule vilaine sorcière dans tout le pays. Eh bien, lorsque tu viendras m'annoncer que tu l'as mise hors d'état de nuire, je te renverrai au Kansas. Mais pas avant. » Le cœur lourd, Dorothée quitta la salle du trône. Dehors, le lion, l'épouvantail et l'homme en fer-blanc l'attendaient, impatients de savoir ce que le grand Ose lui avait dit. « J'ai perdu tout espoir, dit-elle. Ose refuse de me renvoyer chez moi si je ne parviens pas à tuer la vilaine sorcière de l'Ouest, et je sais que j'en suis incapable. » Ses amis en furent désolés, mais malheureusement ils ne pouvaient rien faire pour elle. Elle rentra donc dans sa chambre, s'effondra sur son lit et pleura si fort qu'elle s'endormit. Le lendemain matin, le soldat aux moustaches vertes entra dans la chambre de l'épouvantail et lui dit « Suivez-moi, Ose veut vous voir. » L'épouvantail s'en alla donc avec lui et découvrit sur le trône d'émeraude une femme ravissante drapée dans une robe de gaze verte. Un diadème serti de pierres précieuses couronnait ses longs cheveux verts. Dans son dos se déployaient 2 ailes immenses, toutes chamarrées, et si légères qu'elles palpitaient au moindre souffle de brise. L'épouvantail s'inclina aussi gracieusement qu'il le put devant cette créature céleste. Elle le regarda avec douceur et déclara « Je suis Ose, toute puissante et terrible. Qui es-tu et que me veux-tu »
L'épouvantail s'était attendu à voir apparaître la tête géante dont Dorothée lui avait parlé. Malgré sa surprise, il répondit bravement. « Je ne suis qu'un épouvantail bourré de paille. Je n'ai donc pas de cervelle, et je suis venu vous prier de m'en accorder une. Cela me rendrait intelligent, et ferait de moi un homme à part entière, comme tous ceux qui habitent cette contrée. »« Pourquoi ferais-je une chose pareille ?» demanda la belle dame. « Parce que vous êtes sage et toute puissante, et que personne d'autre ne peut me venir en aide. »« Je n'accorde jamais aucune faveur, sans exiger quelque chose en retour, mais je peux promettre de grandes choses, déclara-t-elle. Si tu élimines la vilaine sorcière de l'Ouest, je te ferai don d'un cerveau exceptionnel, qui fera de toi l'homme le plus sage de tout le pays d'Oz. Mais je croyais que vous aviez déjà chargé Dorothée de tuer la sorcière, répondit l'épouvantail étonné. En effet, à vrai dire, peu m'importe qui la tuera, mais je ne t'accorderai rien tant qu'elle continuera à sévir. Retire-toi maintenant, et ne reviens pas me voir avant d'avoir mérité ce cerveau que tu désires tant. L'épouvantail, tout triste, s'en fut retrouver ses amis. Il leur rapporta sa conversation avec Oz. Dorothée fut bien surprise de savoir que le grand magicien avait pris cette fois la forme d'une belle dame. Le lendemain matin, le soldat aux moustaches vertes vint chercher l'homme en fer-blanc et lui dit « Suivez-moi, Oz veut vous voir. » L'homme en fer-blanc se rendit donc à la salle du trône, tout en se demandant qui l'accueillerait, de la tête géante ou de la jolie dame. Il aurait préféré que ce fût la dame. Mais lorsque l'homme en fer-blanc entra, il ne vit ni tête géante ni belle dame. Oz avait choisi de prendre la forme d'une bête effroyable, aussi grande qu'un éléphant, et qui menaçait de faire chanceler le trône d'émeraude sous son poids. Cette bête avait la face d'un rhinocéros, avec 5 petits yeux, 5 grands bras et 5 longues jambes longues et maigres. Un pelage épais et laineux la recouvrait des pieds au sommet du crâne. En somme, on ne pouvait imaginer de monstre plus hideux. L'homme en fer-blanc se félicita, pour une fois, de n'avoir pas de cœur, car sous l'effet de la terreur, il aurait risqué la crise cardiaque. Mais n'étant fait que de fer-blanc, il ne connaissait pas la peur. La seule chose qu'il ressentit en voyant cette bête fut une grande déception. « Je suis Oz, tout puissant et terrible, » déclara la bête dans un grondement effroyable. « Qui es-tu et que me veux-tu » Le bûcheron ? Je suis bûcheron de mon état, et j'ai été tout entier rafistolé en fer-blanc. Il s'ensuit que je n'ai plus de cœur, et partant que je ne peux plus aimer. Je vous supplie de me donner un cœur, car je veux redevenir un homme à part entière. « Et pourquoi ferais-je une telle chose ?» interrogea la bête. « Parce que je vous le demande, et que vous êtes le seul à pouvoir exaucer mon plus cher désir. » À ces mots, Oz gronda sourdement, mais il dit tout de même d'un ton rogue. « Si vraiment tu veux un cœur, il va falloir le gagner. »« Et comment ?»« En aidant Dorothée à me débarrasser de la vilaine sorcière de l'Ouest. Une fois qu'elle sera morte, reviens me voir. Je te donnerai le cœur le plus généreux, le plus tendre et le plus aimant de tout le pays d'Oz. » Et voilà comment l'homme en fer-blanc s'en retourna, tout triste, vers ses amis. Lorsqu'il leur décrivit la bête effroyable, tous s'ébahirent des formes variées que le grand magicien pouvait prendre à volonté. Le lendemain matin, le soldat aux moustaches vertes conduisit le lion devant la salle du trône et le pria d'entrer pour rencontrer le grand Oz. Le lion franchit donc la petite porte et au premier coup d'œil découvrit une énorme boule de feu qui flambait au-dessus du trône avec tant de violence qu'il pouvait à peine la regarder en face. Il pensa d'abord que le grand Oz avait pris feu par accident et s'approcha pour mieux voir ce qu'il en était. Mais la chaleur du feu était si intense qu'il sentit ses moustaches roussir. Effrayé, il recula en tremblant vers la porte. Alors une voix calme et bien timbrée surgit de la boule de feu et prononça ces paroles. « Je suis Oz, tout puissant et terrible. Qui es-tu et que me veux-tu ?»« Je suis un lion poltron, j'ai peur de tout. Je suis venu vous prier de m'accorder un peu de courage. Ainsi je pourrai vraiment tenir mon rôle de roi des animaux, puisque c'est ainsi que les hommes me nomment. »« Et pourquoi te donnerais-je du courage ?» questionna Oz. « Parce que vous êtes le plus grand des magiciens et que vous êtes seul à avoir, et que vous seul avez le pouvoir d'accéder à ma requête. »
La boule de feu jeta quelques flammes plus hautes que les autres et répondit « Apporte-moi la preuve que la vilaine sorcière de l'Ouest est morte. Alors, et seulement alors, je te donnerai du courage. Mais aussi longtemps que la sorcière aura un souffle de vie, tu demeureras un poltron. » Ce discours mit le lion très en colère, mais il ne trouva rien à répliquer. Il resta donc quelques instants à contempler la boule de feu d'un air fâché. Bientôt, celle-ci se réchauffa si fort qu'il dut faire demi-tour et sortir en courant de la pièce. Il fut bien heureux de trouver ses amis qui l'attendaient à la sortie, et s'empressa de leur raconter son entrevue avec le magicien. « Qu'allons-nous faire » demanda Dorothée consternée. « Il n'y a qu'une chose à faire, décida le lion. C'est de nous rendre au pays des Winkies. Là, nous traquerons la vilaine sorcière pour la détruire. » Ils décidèrent donc de se mettre en route dès le lendemain matin. L'homme en fer-blanc affûta sa hache sur une meule verte et huila ses articulations avec soin. L'épouvantail renouvela son rembourrage avec de la paille neuve, et Dorothée lui repeignit les yeux pour qu'il puisse y voir plus clair. La jeune fille verte, qui s'était prise d'affection pour les 5 amis, remplit leur panier de bonnes choses à manger et accrocha au cou de Toto une clochette nouée à un ruban vert. Ils se couchèrent tôt et dormirent profondément jusqu'au lendemain matin. Le cocorico d'un coq vert, qui vivait dans une ferme attenante au palais, et le caquettement d'une poule, qui venait de pondre un œuf tout vert, les réveillèrent dès le lever du soleil.